Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Keun. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 182e numéro du Saint-Étienne Night Club. La semaine dernière, avec Benjamin Cornier, Nolan Roux et la défaite sans vigueur contre Monaco, on avait vraiment l'impression que c'était terminé pour nos Verts. L'exploit et l'espoir avaient encore une chance d'exister, mais rien ne nous montrait que cet exploit était réellement possible. Et puis ce match contre Reims. J'ai l'impression que toute cette saison a ressemblé à ça. Des montagnes russes d'émotions. Des humiliations 8-0 côtoient des victoires dans le derby, l'espoir du nouveau projet canadien refroidi par des résultats décevants. Toute la saison, on aura vécu des émotions contradictoires. Mais il est l'heure d'arrêter les montagnes russes, messieurs, pour se concentrer et tout donner dans cette dernière ligne droite. Parce que même si notre destin n'est plus entièrement entre nos mains, il l'est quand même en grande partie. Une victoire contre Toulouse, Strasbourg qui joue sérieusement son dernier match à la maison contre Le Havre, et c'est une place de barragiste qui nous attend. Alors oui, un barrage n'est pas gagné d'avance, loin de là, mais il permet de continuer à faire vivre l'espoir, à ce que le colibri continue de battre des ailes dans sa cage, bien que dans la mine. Et pour parler de ce scénario, et aussi malheureusement de l'autre scénario où on perd Lucas Tassin en retournant en Ligue 2, pour débriefer cette belle victoire contre Reims et pour s'accrocher à l'espoir du soir, j'ai avec moi Alex. Bonsoir Alex. Salut Keun, salut, écoutez, bonjour tout le monde. Je suis assez content en fait de revenir pour parler d'une victoire parce que si je me rappelle bien, je crois que la dernière fois que j'étais là, c'était déjà pour une victoire. Donc j'espère que je suis juste le porte-bonheur de ces après-matchs de victoire, mais surtout j'espère que la semaine prochaine, c'est pas moi qui suis au programme, mais qu'on aura quand même remporté 3 points. Voilà. Bah attends, ça se négocie parce que si effectivement ça se joue juste à ta présence la semaine prochaine, je suis désolé mais tu vas annuler le bowling du lundi soir avec maman hein, la semaine prochaine. Hein. Ouais, c'est ça, c'était un backgammon, mais ouais, il n'y a pas de problème, je peux tenter ça, ouais. Avec nous également Pierre. Bonsoir Pierre. Salut Gab, salut Kun, salut Alex, content de vous retrouver en ce lundi de victoire. Comment vas-tu Pierre? Bah écoute, ça va, hein, tout va bien, en Ah, espérant que ce week-end se passe aussi bien que le précédent et ça ira encore mieux. exactement. Alors, je vais rien vous cacher. Là, je dis bonsoir à Pierre, mais c'était Adrien Ponsard qui était censé être avec nous ce soir. Donc, on lui fait un bisou. Je sais pas où il en est. Mais Pierre, du coup, merci beaucoup de venir nous prêter main forte pour ce débrief. Et on va se régaler tous ensemble. Avec nous au chat ce soir, j'ai l'ami Gabriel. Bonsoir Gab. Salut Keun, salut Alex et salut Pierre du coup. J'espère que tout le monde va bien et puis bonjour au chat et à ceux qui nous écouteront en replay. Et oui, bien sûr, parce que vous êtes en live actuellement sur Twitch ou sur YouTube, et on en profite pour vous saluer. D'ailleurs, je vois que c'est notre anniversaire d'affiliation Twitch. Voilà, tout le monde s'en fout, mais c'est le cas. Et bonjour aussi à ceux qui nous écoutent en podcast. Si jamais vous êtes là en live sur Twitch et sur YouTube, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos émotions, et on essaiera de faire remonter tout ça. Sans prendre plus de temps, passons tout de suite au débrief. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Alors, je vous affiche pour l'instant des photos de l'entraînement parce qu'il n'y avait pas de photos du match sur la médiathèque du site officiel. Mais j'ai plein de petites choses sympathiques à vous afficher. Pierre, déjà, je commence avec toi. Le match en un mot, qu'est-ce que tu retiens? Quelle est l'émotion qui domine pour toi ce soir? Le match, c'est on a gagné à l'extérieur dans un match qu'on a maîtrisé du début à la fin. Bon, on a eu quelques sueurs, mais enfin moi j'ai jamais été non plus trop en panique. On a marqué directement, donc match maîtrisé, et c'est dommage qu'on arrive à maîtriser un match à l'extérieur à la 33e journée, mais ça nous Putain. remet dans le game, donc c'était une bonne soirée.
Ouais, c'est frustrant. C'est Joss qui disait ça dans sa chronique que quand il y a cette frustration de se dire putain, mais si cette équipe est capable de gagner ce genre de match, pourquoi elle n'a pas été capable de les gagner plus tôt, quoi. Alex, ton ressenti? Ah bah, mon ressenti, il est relativement simple. Il fallait 3 points. On a pris 3 points et rien que ça suffit à mon bonheur. Mais il y a quand même des choses positives à retirer de cette rencontre au niveau des prestations de joueurs qui confirment quand même semaine après semaine qu'ils ont clairement élevé leur niveau de jeu. Euh, et puis on est capable de finir un match sans prendre de but, ça aussi c'est la petite nouveauté. Donc vraiment tous les voyants au vert, en espérant que ce soit de bon augure et que ça ait fait le plein de confiance pour samedi prochain face à Toulouse. Effectivement, parce que la semaine prochaine, on est face à Toulouse, enfin la semaine prochaine, ce samedi, et où on jouera notre survie. On va parler, hein, bien sûr, des différents scénarios, même si j'imagine que tous les gens qui sont là ce soir sont au courant de comment ça va se passer pour potentiellement, éventuellement, hypothétiquement se maintenir. Gab, qu'est-ce que les gens retiennent du match de manière générale, comme ça, à brûle pour point? Euh, Putain, excuse-moi. Pas de souci. Pour le moment, tout le monde arrive, mais tout le monde arrive, mais ce que les gens retiennent, c'est évidemment que Saint-Etienne est encore en vie. Je pense que peu de gens voyaient les Verts encore en vie avec 4 points de retard à 2 journées de la fin, mais ils ont réussi à gagner à Reims. Euh, sur Twitch, on a Céline notamment qui nous dit j'espère que les joueurs ne vont pas tomber dans une euphorie qui pourrait être néfaste dans un tel contexte par rapport au match contre Toulouse samedi. Genre On a l'euphorie El après Cato qui Lyon? retient, ouais, par exemple. On a El Cato qui retient en 3 mots efficacité, chance et solidarité. C'est vrai que, notamment au début de deuxième mi-temps, les Verts, pour une fois, ont eu de la réussite, avec Reims qui aurait pu marquer 2 ou 3 buts assez rapidement, mais au final, c'est passé. On a Patrice qui souligne le très très bon match de Mouefek et Tardieu au milieu de terrain, qui vraiment ont montré un très beau visage ce samedi. Et sur YouTube, on a, euh, on a aussi Mouefek et Tardieu qui sont félicités par nos auditeurs. On a Olex qui nous dit qu'il retient également beaucoup le but de Greenwood pour l'OM, qui a permis à l'OM de battre le Havre. Il nous dit qu'il a jamais autant fêté un but marseillais. Je pense que beaucoup de Stéphanois étaient dans le même cas ce samedi. On a Franz de Guadeloupe qui nous dit qui retient une victoire qui redonne espoir. Et on a quand même Guise du Beaujolais qui nous dit attention à ne pas négliger la faiblesse de Reims. Je pense qu'on en reparlera, mais Ouais. il nous dit c'est la plus faible équipe que l'on a jouée cette année. C'est la seule équipe d'ailleurs qu'on a battue, qu'on a gagné 2 fois. Donc attention à ne pas se voir peut-être trop beau avant le match contre Toulouse de samedi. Ok, merci. Et ben justement, rentrons dans le vif du sujet. Je vous affiche les tops et les flops de Peuple Vert et de l'équipe. Qui est-ce que vous retenez, vous, dans les tops de la rencontre? Allez, on va commencer par ce qui a été positif. Alex, tu retiens qui? Qui Oh ou bah, quoi, Ayman d'ailleurs? Mouefek, hein, ouais, non, bah alors, si on dit qui, Ayman Mouefek, clairement, ça fait un mois qui montre un niveau incroyable. Il est notre homme du match depuis 3 rencontres sur Peuple Vert. Mais c'est vraiment pas anodin et clairement, c'est un joueur qui explose au bon moment, qui a souvent été embêté par les blessures, qui là a l'air de monter en puissance. Et depuis son retour, je le trouve plus affûté, ce qui, à mon avis, n'est pas étranger à ses belles prestations. Après, un top général à la défense qui a su ne pas encaisser de but, Gauthier Larsonneur y compris, et qui avait été largement critiqué ces derniers temps, notamment face à Monaco. Je parle de l'Arseneur. On peut saluer leur performance, même si en face, on avait des Rémois qui étaient des petits Rémois d'un niveau assez proche de la Ligue 2. Donc c'est bien tombé pour les Stéphanois de jouer cette équipe de Reims qui était étrangement absente des débats. Ouais, tu rejoins Alex là-dessus, Pierre. La Ouais, faible adversité aussi de ouais, ouais, Reims. tout à fait. Bah, le problème de Reims, c'est que leur plan de jeu, c'était de mettre le but. C'est quand tu prends un but à la troisième, bah, tout part en l'air, en fait. Ils ont été obligés d'attaquer, ils l'ont fait assez mal. En ce qui concerne les tops, bah, je rejoins ce que Alex a dit. Et
comment ne pas féliciter les latéraux qu'on a critiqués toute l'année. Donc là, les deux ont fait un bon match, notamment Petro. Euh, et j'ai beaucoup aimé aussi, bon, Cardona parce qu'il fait un but et une passe D. Et j'aimerais citer Wadji qui Ah, n'avait pas joué depuis plusieurs mois. Il a été quand même assez. C'est un- Effectivement, ce joueur, c'est un poison pour les défenseurs et il a joué 80 minutes, ce qui est beaucoup pour lui, je pense. Et voilà, il embête les défenses, il est hyper précieux. Il l'était en Ligue 2. Alors, il a eu des blessures hein, ces 2 dernières saisons. Mais là, pour moi, il n'est pas très beau à voir jouer, mais il a fait son match. Et voilà, je tenais à le féliciter. ouais, Ouais, t'as raison, Pierre. Moi, je suis assez d'accord. Je rebondis juste que sur ouais, Wadji vas-y. parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment. D'abord parce qu'il joue pas suffisamment ou il joue pas souvent. Mais il a été extrêmement précieux. Tu as raison de dire que c'est un poison, je vais le dire, mais c'est un emmerdeur en fait pour les défenses, hein, ce joueur. Il est sur tous les ballons, il met le pied. Il avait deux Golgoth en face de lui, bah, il s'en est plutôt bien sorti, avec sa vivacité notamment. Le deuxième but, il vient d'une frappe, d'une jolie frappe qui est repoussée dans les pieds de Cardona. Et surtout, regardez, s'il y en a qui ont le temps de regarder une deuxième fois le match, vous l'avez peut-être vu en direct, mais en tout cas, il est tout le temps vainqueur des contres qui sont souvent pour lui. Quand il y a des cafouillages, le ballon ressort et ça vient dans ses pieds. C'est-à-dire qu'il arrive à gagner les ballons et ça, c'est quand même preuve d'un joueur qui s'engage et qui a envie de gagner les ballons, quoi. Et même si c'est pas parfait, même s'il est brouillon, même s'il est pas toujours beau à regarder jouer, c'est quand même un joueur qui est pas inintéressant à la pointe de l'attaque. Ça tombe bien qu'on parle de Wadji, j'avais envie qu'on fasse un bon point dessus. Effectivement, donc Wadji de retour comme titulaire, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Au niveau du profil, tu dis il est pas toujours beau à voir jouer, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi il me fait un peu penser, alors pas le même type de physique, mais un peu cette idée de Cheikh Diabaté à foncer tête baissée, un joueur ultra généreux, pas forcément ultra adroit, mais par contre il y va à fond et il lève pas la tête, il tire comme une marmule et puis il y a des fois où ça passe, des fois où ça passe pas, mais en tous les cas il fait les efforts quoi. Et ouais, et chose que ça pointe quand même, c'est la titularisation de Dylan Nguessan la semaine d'avant. Est-ce qu'on n'aurait pas préféré avoir un Wadji déjà dès la semaine qui a précédé? Ouais, c'est fort Perso- possible, ouais, perso- certainement. oui, moi aussi. N'Guessan, le problème, c'est que alors, c'est certes un gros espoir du club, mais pour moi, on l'a essayé en janvier face à Nantes, ça s'est moyennement passé. Après, on l'a essayé face à Angers, ça s'est également moyennement passé. On a retenté le coup face à Monaco, il est sorti à la mi-temps. Donc, au bout d'un moment, je pense que c'est un joueur qui, certes, est prometteur, mais il doit d'abord faire ses gammes en CFA2. Si on estime que la CFA2, c'est pas assez pour lui, peut-être le prêter en national. Mais voilà, pour moi, j'espère que contre Toulouse, si Stassin n'est pas remis, voilà, j'espère que Horneland ne va pas nous refaire le coup de nous remettre Nguessan. Ouais. Non, et ce serait lui mettre beaucoup trop de pression. Enfin, il faut bien se mettre à un moment donné à la place du joueur. C'est un joueur à qui on demande, face à Monaco, à Geoffroy Guichard, devant 35 000 supporters, de performer. Et il a 16 ans et demi. Je crois qu'il faut aussi remettre les choses à leur bonne place. Alors, ok, Horneland a expliqué qu'il avait le même profil que Stassin. C'est lui qui avait le profil qui se rapprochait le plus de Stassin. Ouais, mais enfin, Stassin, 20 ans, N'Guessan, 16 ans et demi, on ne peut pas attendre la même maturité ni le même rendement. Et je pense que là, on est en train de le griller avec ses titularisations et de ne pas lui donner beaucoup de confiance. Donc oui, pour un joueur de complément à la 85e, qui grappille des minutes comme ça et qu'il aille faire ses armes, pourquoi pas un jour en prêt. Mais non, pas pour une titularisation. Il n'a pas montré encore les qualités pour être un titulaire qui peut raisonnablement concurrencer Wadji ou même Sissoko. Ouais. Après, je comprends le profil. Mais bon, Wadji avait toute sa place contre Monaco, peut-être, malgré les enjeux tactiques d'Orneland. Et il l'a prouvé à Reims, peut-être face à une équipe qui était un peu plus faite pour lui.
Bon, en tout cas, Wadji, retour réussi, je crois qu'on peut le dire. Est-ce qu'il va nous faire comme la saison dernière, à avoir une saison ultra méga galère et venir nous délivrer sur la fin de saison? On l'espère. En tout cas, c'est un bon signe. Au niveau du chat, Gab, j'ai vu que tu avais demandé les tops dans le chat. Et qu'est-ce que ça nous dit aussi par rapport à Ibrahima Wadji? Ouais, donc les tops, ceux qui ressortent le plus, c'est Mouefek Tardieu, comme on l'avait dit en début d'émission. Léo Petro, vous l'avez souligné, un bon match de Petro ce week-end, c'est assez rare, donc faut le souligner, après qu'on lui ait tapé dessus. On a Cardona aussi qui ressort pas mal, et effectivement, Wadji a été pas mal dit aussi par nos viewers sur les chats. Tout le monde a trouvé son match assez cohérent. Comme vous disiez, bah, c'est un vrai poison, je pense, pour les défenses adverses. Et j'ai une petite stat justement qui m'a été donnée sur Peuple Vert par Paul. Wadji, c'était sa première titularisation depuis la 35e journée de Ligue 2 contre Caen l'année dernière. Donc ouais, ça fait un an, clairement. Première titularisation depuis un an. Donc ouais, c'est bien pour lui, comme dit Marc. Je suis content pour Wadji. Cela faisait pas mal de temps qu'il n'avait pas joué autant. Wadji, El Cato qui nous dit Wadji a été très bon. Il a bien secoué la défense de Reims avec une grosse énergie. Même si El Cato le souligne, et je pense que tout le monde le voit, il manque de niveau technique, on va dire. C'est un petit peu plus compliqué techniquement. Et puis effectivement, il y a ce petit clin d'œil qui, si jamais on joue les barrages et qu'on retrouve Metz, il y a pas mal de messages qui commencent déjà à arriver sur cette possibilité-là, avec justement bah, le but de Ouais. Wadji l'année dernière qui nous avait envoyé en Ligue 1. Donc pourquoi pas avec un retour de Wadji pour nous sauver cette saison. Donc voilà, Mouefek, Tardieu et Wadji qui ressortent Ok. pas mal dans les chats. Très bien, merci. Et puis ben on va parler un petit peu de ce qui fâche. On va parler des flops. Qu'est-ce qui vous a moins plu ce week-end, Pierre? Oh, bah ça sera des flops relatifs parce que je pense que tout le monde a été au niveau. Même Pierre et Je dirais quoi? peut-être, ouais, c'est ce que j'allais dire, peut-être Pierre quoi qui par instant a eu quelques trous d'air. Et je dirais peut-être Bernauer qui a eu quelques hésitations qui n'ont pas eu de conséquences, heureusement. Mais voilà, mais Ouais. ce sont vraiment des flops parce qu'il faut en donner, mais je mettrais la moyenne à tout le monde personnellement sur ce match. Ok. Alex? Alors, Bernauer, circonstance atténuante, a priori, il était malade, donc c'est bien qu'il ait tenu sa place pour le coup. Et vu son rendement, j'en ai connu qui était moins malade et qui était largement en dessous de ce qu'il a montré. Donc lui, je le mettrai pas dans les flops. Non, alors j'ai une drôle de sensation en fait à la fin de la rencontre, mais en discutant avec l'équipe de Peuple Vert, j'ai nuancé, mais j'ai pas forcément, malgré ses statistiques, attention, j'ai pas forcément aimé le match de Cardona en fait. Parce que il marque un but, il fait une passe D, donc à partir de là, on peut rien dire, hein. Son match est satisfaisant sur le plan statistique. Après, je trouve que dans le jeu, il est un peu sur Alors, c'était mieux, mais il y a une continuité avec les derniers matchs où on le voit pas beaucoup. On le voit moins qu'un David par exemple, Il et il paraît n'est pas toujours fatigué. en réussite. Ouais, il n'est pas toujours en réussite sur les gestes qu'il choisit d'effectuer, sur ses choix. Même si là, j'ai quand même trouvé à Reims, mais l'opposition l'a aidé aussi, hein, peut-être, il y avait du mieux. Mais j'aimerais être pleinement convaincu par Cardona. Bah, il a plus beaucoup de matchs pour me convaincre, mais voilà. Bon, après, de là à en faire un flop, c'est peut-être beaucoup, mais voilà, j'aimerais bien voir le Cardona en pleine forme qu'on a vu certains matchs. Après, je suis d'accord, il est critiquable, hein, Cardona. Mais, euh, mais sur la demi-saison où on le recrute, alors il y avait déjà beaucoup de sceptiques, tout le monde était content qu'il revienne, mais il y avait quand même quelques sceptiques par rapport à son Hmm. niveau en Ligue 1. Mais statistiquement parlant, il a mis 5 buts et 3 passes décisives. Donc Tout sur à une fait, t'as raison. demi-saison, malgré ses ratés et ce que tu dis qui est très vrai, hein, Alex, mais statistiquement parlant, pour moi, il fait une demi-saison correcte, même s'il y a eu 2 doublés. 5 buts et 3 passes décisives pour un joueur qui arrive pour une demi-saison, ça reste correct. Surtout qu'il joue pas en pur neuf, mais il joue sur le côté.
Ouais, tout à fait. Non, non, mais t'as raison, hein, on peut pas dire que ce soit un flop ni au niveau du recrutement, ni au niveau de. Mais voilà, on peut. En fait, c'est parce qu'on en attend peut-être un peu plus et qu'on l'a vu évoluer à un niveau. Alors en Ligue 2, certes, mais qu'on se dit, allez, on attend l'exploit, on attend la petite louche dans la lucarne C'est vrai. à la 94e. Et bon, voilà, mais il nous a quand même fait beaucoup de bien par plein de choses. Et Boakier étant blessé, on est bien content d'avoir Cardona à droite de toute manière. Et je suis même pas sûr que Boakier lui passe devant. Donc voilà, on va pas bouder notre plaisir de l'avoir, hein. Gab, au niveau des flops dans le chat, qu'est-ce qui ressort? Flop, ouais, il y a Pierre Ecois aussi qui est ressorti pour son côté un petit peu nonchalant, je pense, qui ressort dans les flops. Il y a Bernauer aussi, mais du coup, comme le disait, je crois que c'est Alex qui l'a souligné, il était malade, il l'a dit après le match, donc je pense qu'il y a des circonstances, pardon, un petit peu atténuantes. Et ça, j'ai l'impression de le lire tous les week-ends, mais en plus de Cardona, il y a aussi David Hmm. qui est un petit peu pointé du doigt par nos auditeurs avec pas mal de messages en fait de gens qui se plaignent de son côté un petit peu individualiste. J'ai le souvenir en tout cas de deux actions où il est dans la surface et il frappe pas, il essaye de faire un dernier crochet pour éliminer le défenseur, ou en tout cas de mon point de vue, je trouve qu'il aurait pu frapper. Et je pense qu'il y a pas mal de monde qui commence à être un petit peu frustré de ce côté tête dans le Ouais. guidon, et un petit peu trop, ouais, trop solitaire. Donc voilà les deux ou trois noms qui ressortent, mais globalement, comme l'avait souligné Paul en début d'émission dans un message que j'avais vu, pas envie de donner de flop, c'est une victoire collective. Donc je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus et on reste en vie d'ici samedi. Et on a un fan de Bristol dans le chat qui nous écrit un message en anglais, je m'y attendais pas, qui nous dit qu'il aime la SSE et qu'il espère qu'on reste en Ligue 1 et que Lyon aille en Ligue 2. Eh ben écoute, on va le souhaiter aussi, hein, même si ce sera pas sportivement si Lyon va en Ligue 2. Euh, Parmi les tops et les flops, il y a quelque chose qui peut aussi bien être classé dans les tops que dans les flops. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. On a parlé de l'efficacité des Stéphanois ce week-end. Une efficacité défensive déjà parce que clean sheet, malgré quelques difficultés de Reims à cadrer ses frappes ou à finaliser ses actions, et de l'efficacité offensive. Mais cette efficacité offensive, si je vous montre les stats du match, on est à 0,66 expected goals contre 1,91 expected goals. Alors je sais que cette stat agace certaines personnes, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a eu assez peu d'actions dangereuses et que Reims a eu beaucoup plus d'actions dangereuses. Est-ce que cette stat-là et cette efficacité-là, c'est quelque chose qui vous rassure pour la semaine prochaine, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète pour la semaine prochaine? En gros, est-ce que retour de l'efficacité, cool, on va réussir à maintenir ça la semaine prochaine, ou alors est-ce que au contraire vous vous dites bon ben on a surperformé ce week-end, on était face à un adversaire qui nous a laissé la possibilité de surperformer, mais ce sera pas le cas la semaine prochaine contre Toulouse. Cette question était beaucoup trop longue, je vous laisse répondre messieurs. Bon, moi, je trouve quand même que c'est rassurant parce qu'on sait. Enfin, c'est rassurant. C'est pas inquiétant. Voilà. On peut pas dire c'est rassurant, mais c'est Mm. pas inquiétant parce que à un moment donné, Saint-Étienne a marqué très tôt et a laissé quasi 90 minutes à Reims pour attaquer. Peut-être que Reims aurait pas été aussi dangereux s'ils avaient encaissé un but à la 60e minute et que le 0-0. Enfin voilà. Hein, et à un moment donné. Il y a aussi un scénario du match, hein, qui a amené les Rémois à attaquer très tôt dans le match et un peu plus que ce qu'ils avaient peut-être prévu. Après, moi, ce qui me rassure, c'est que bah, clairement, oui, on n'a pas la meilleure attaque de Ligue 1, hein, ça se saurait, mais on a une attaque qui existe, hein. On a Mm. la 11e attaque à domicile de mémoire, la 15e à l'extérieur. Ça veut dire qu'on existe et qu'on est maintenu sur notre attaque. C'est notre défense qui nous plombe. Alors, c'est une animation d'équipe, on est d'accord, on ne va pas pointer du doigt les joueurs, mais ça veut dire qu'on a une attaque qui est au niveau, qui est capable de marquer à tout moment, qui est capable de bien combiner, on le voit. Et même parfois, si elle avait eu un peu plus de réussite, là, elle en a eu, peut-être même qu'elle aurait marqué plus de buts. Donc, moi, ça me rassure à Geoffroy Guichard avec cette attaque-là. On l'a vu contre Lyon.
On était clairement plus faible que Lyon sur le papier, mais on a réussi à tenir Lyon par une efficacité, un réalisme offensif qui était aussi bien présent contre Lyon, hein. On n'a pas eu 150 occasions non plus, hein. Ouais. Donc, ouais, pour moi, ça me rassure. Ok, rassuré aussi, Pierre? Alors moi, Ken, je pars du principe que chaque match est différent. Ouais. Donc on va ouvrir un nouveau chapitre contre Toulouse et on va arriver normalement, je dis bien normalement parce qu'il y aura peut-être la pression du moment, mais par rapport à ce résultat à Reims, on va arriver en confiance parce qu'on a gagné 2-0. Ouais, moi je pense aussi que c'est bénéfique pour le groupe et qu'il y a voilà, il y a que du positif au final à ressortir de ce match. On a marqué à la troisième minute, on a géré, donc forcément l'adversaire a eu quelques occasions en plus, mais voilà, je pense que c'est tout bénéfique. Ok. Bon, très bien. Eh ben, écoutez, on va espérer que cette réussite se profile aussi la semaine prochaine. Euh, J'aimerais juste qu'on aborde un dernier point au niveau du match, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. C'est au niveau du milieu de terrain. Donc on a parlé de Mouefek et Tardieu qui ont fait des grosses prestations, qui sont un peu des revenants. Bouchoirie va être probablement disponible pour le prochain match contre Toulouse. Est-ce que vous pensez qu'il doit retrouver une place dans ce milieu de terrain ou est-ce que au contraire on laisse ce trio Ekwa, Mouefek, Tardieu qui a fonctionné contre Reims-Pierre, t'en penses quoi? Non, jamais. En fait, si met Bouchoirie, pour moi, il faut qu'il enlève Mouefek. Et c'est pas possible d'enlever Mouefek après ce match de Reims, sachant qu'en plus Mouefek, il a besoin d'enchaîner. Il est pas blessé, donc pour moi, faut profiter des qualités actuelles que Mouefek montre. Et puis voilà, si par bonheur on va au barrage. On aura 3 matchs en une semaine, donc Toulouse et les deux de barrage en une semaine. Donc là, on sera peut-être content à un certain moment de faire un peu de turnover. Et là, sera, on aura besoin de Bouchoirie. Donc, dans un premier temps, pour le match face à Toulouse, évidemment que je remets exactement le même milieu que face à Reims. Ok. Alex, Ouais, ouais. tu le rejoins Pareil. là-dessus? Ouais, ouais, bien sûr, ouais. D'abord, on change pas une équipe qui gagne, hein, c'est ce qu'on dit habituellement. Et puis surtout, Bouchoirie, en effet, avec son profil, c'est clairement le poste de Mouefek qui serait en balance. Et aujourd'hui, Mouefek est juste indéboulonnable sur une place de titulaire. Bah, alors, attends, je te coupe, Donc, mais si Mouefek est indéboulonnable, pourquoi Mouefek prendrait pas une place de 6? Parce qu'on sait qu'il a cette capacité à ratisser du ballon et que Bouchoirie et Tardieu gardent une place au milieu de terrain et que Ekwa se repose un peu. Parce que j'ai vu quelqu'un aussi dans le chat qui disait qu'il avait joué tous les matchs 90 minutes depuis qu'il était arrivé au club et qu'il tirait aussi probablement un peu la langue vis-à-vis de ça. parce que Mouefek, je pense qu'il est beaucoup plus performant dans ce rôle de C'est vrai. box-to-box que dans un rôle de récupérateur et qu'aujourd'hui, lui casser sa dynamique dans ce rôle qui tient parfaitement bien, Mm. ce serait incompréhensible en fait. Personne comprendrait hors de Hollande, hein. Et, Donc, non, je le vois pas bouger dans ce secteur qui est un des rares qui fonctionne vraiment très bien. Et d'ailleurs, le fait qu'on se pose la question de Bouchoirie sur le banc ou sur le terrain, c'est la preuve qu'on a des 4 joueurs de qualité, de grande qualité. D'autant qu'il a beaucoup aimé le match de Fomba que je mets à 4 années-lumière derrière les 4, mais en réserve, Fomba apparemment a fait un match très correct. Donc ça veut dire qu'au milieu de terrain, on n'a pas tant de problèmes. C'est derrière, en fait, c'est les latéraux surtout qui vont donner le là, parce que Nadé Bernauer, bon, globalement, ça peut tourner correctement. Petro Apia, ça va vraiment dépendre de leur duel, de leur façon dont ils vont prendre le dessus sur leur vis-à-vis. Et pour moi, vraiment, c'est ces deux joueurs-là qui donnent le là, encore plus que les centraux, sur ce que va devenir la rencontre. Très bien. Bon, eh ben écoutez, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce match ou est-ce qu'on commence à se projeter sur le match de ce samedi? non, perso, On a tout Très dit, bien. on a été parfait, Je hein, pense je qu'on a crois fait que. le tour. Très bien. Parfait. Bon, eh ben écoutez, du coup, comme je le disais, il nous reste
un match à jouer, potentiellement plus si jamais ce match-là se passe bien. On va évoquer déjà les différents scénarios. Je pense que tout le monde est au courant dans le chat et dans nos auditeurs et auditrices, mais on va quand même le rappeler. La SSE sera barragiste si on a 2 scénarios possibles. La SSE gagne contre Toulouse, et que Le Havre perd ou fait match nul à Strasbourg. On rappelle que Le Havre lutte pour sa survie, mais il joue à Strasbourg. Strasbourg qui est à la lutte pour les places européennes et qui a une grosse série d'invincibilité à domicile. Donc, sur le papier, ce scénario est envisageable. Encore faut-il gagner contre Toulouse. Cas numéro 2, la SSE fait match nul contre Toulouse et Le Havre perd d'au moins 6 buts à Strasbourg. Ce qui, on va pas se mentir, est déjà tout de suite beaucoup moins probable. Deuxième cas de figure possible, la SSE sera reléguée si on perd contre Toulouse, déjà, de base, c'est terminé, quels que soient les résultats des autres. Si Le Havre gagne à Strasbourg, quel que soit notre résultat, pareil, c'est terminé. Et si la SSE fait nul contre Toulouse et que Le Havre gagne, fait nul ou perd de moins de 6 buts à Strasbourg, et bien dans ce cas-là, on sera relégué. Maintenant que cela est dit, messieurs, comment vous le sentez? Parce que là, il y a notre cœur de supporter qui a regagné un petit peu d'espoir ce week-end, mais concrètement, objectivement, même si objectivité n'existe pas, comment vous le sentez ce match contre Toulouse et donc cette possibilité de barrage? Alex? Il faut gagner, hein, tout simplement. Enfin, là, les cas, on les a vus. Je crois qu'il faut même pas trop regarder du côté de Strasbourg, hein. Il faut juste gagner, profiter d'un Geoffroy Guichard en fusion, pas se laisser bouffer par l'enjeu, mais j'ai pas la sensation que ce soit une équipe qui se laisse bouffer par l'enjeu. Et puis pas faire la cagade de la 3e minute qui nous met déjà à moins un but et qui nous oblige à courir après le score comme on l'a trop souvent fait cette saison. Donc voilà, profiter vraiment de la vague des supporters parce que Strasbourg, alors les dernières journées de championnat, si on regarde un petit peu les résultats des dernières journées de championnat de Ligue 1 ou même de Ligue 2, il y a toujours des scores fleuves quelque part, il y a toujours des trucs incroyables, des victoires extérieures qui n'auraient jamais dû exister. Voilà. On va espérer que le Havre ne crée pas la surprise. On peut imaginer que Strasbourg en mette 6, 7, 8, hein, ça s'est déjà vu au Havre, mais franchement, à part gagner, il n'y a pas d'autre scénario, point. Et puis laissons Le Havre et Strasbourg faire leur match, mais qu'on n'ait pas de regrets au moins à ce niveau-là. Ouais. Quoi. Ouais, tu le sens comment toi, Pierre? Moi, je pense que je préfère être à l'instant T dans notre situation que, que dans la situation du Havre, paradoxalement, même s'ils ont un point d'avance sur nous, tout simplement parce qu'on va jouer une équipe qui est en vacances. Après, attention, ça ne veut pas dire que le match est gagné d'avance, loin de là. Il y a eu quelques déclarations de Toulousains, bon, ils vont pas dire l'inverse, hein. On verra à l'instant T, mais voilà, ils ont dit qu'ils allaient tout faire pour gagner le match. Mais donc, attention, c'est un match piège, attention au fait de jeu. Mais voilà, dans un chaudron survolté, voilà, il n'y a pas un monde où on ne doit pas le gagner ce match. C'est presque une bénédiction de jouer le 12 VM du championnat à la maison, qu'il n'y a plus rien à jouer. Et, euh, et à côté de ça, nos amis havrais, ils vont aller à Strasbourg. Alors je me méfie beaucoup de cette équipe du Havre, hein, qui a quand même gagné à Lille. Le match n'est pas joué d'avance, je pense. Mais si on est factuel, Strasbourg, ils ont une défaite à la Méno dans la saison. Donc ça serait vraiment une mauvaise surprise que le Havre gagne à Strasbourg, même si pour moi ça reste pas impossible. Donc si, et dans le foot, il y a pas forcément de logique, mais si la logique est respectée sur ces deux matchs, normalement on devrait être au barrage. Mais voilà, le foot c'est indécis Ouais. et on aura la réponse samedi à 23h. Bah, justement, tu évoquais le fait que Toulouse, en fait, c'est un peu compliqué
à négocier cette histoire de Toulouse parce que d'un côté, je ne sais pas si vous avez lu l'article sur Peuple Vert aujourd'hui, l'entraîneur de Toulouse a bien rappelé que ils avaient envie de bien finir, qu'ils ne viendraient pas à Saint-Étienne en touriste, qu'ils visaient la 10e place qui était encore accessible, qu'il rêve de jouer ce genre de match, qu'il avait surmotivé ses joueurs. Enfin bref, il donne un discours. Évidemment, il peut pas dire l'inverse, mais est-ce que vous pensez que c'est de la communication ou est-ce que c'est réellement le cas et qu'ils vont venir le couteau à la bouche? C'est pas ça l'expression. La fleur au fusil? Non, je sais Moi, plus ce que c'est je pense qu'ils vont vraiment venir avec des bonnes intentions, mais Ouais. quand tu es la veille de partir en vacances, Toulouse, c'est des joueurs sud-américains, c'est des joueurs. Honnêtement, pour moi, on en voudra forcément plus qu'eux. Alors, il y a peut-être un peu plus de talent chez eux, ça peut faire la différence. On peut prendre un rouge au bout de 10 minutes, on peut faire une cagade au bout de 3 minutes. On peut rien maîtriser dans ce match, mais au niveau de l'envie et au niveau voilà, de la pression populaire, on aura quand même un sacré avantage. Et voilà, faut espérer que ça passe. Mais voilà, il y a toujours une part d'incertitude dans le foot. Mais voilà, si on prend le match par le bon bout, il y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Ouais, idéalement, il faut espérer un début de rencontre comme à Reims, hein. C'est-à-dire que Toulouse, en effet, qui ne demande pas grand-chose avant de basculer vers les vacances, il faut leur donner une bonne raison d'y être à la deuxième minute, quoi. Mm. Et de pas trop lutter parce que, comme tu dis, hein, il y en a pas mal qui n'ont pas envie de partir avec la chevillère au pied pendant toutes leurs C'est vacances, ça, hein. Donc, c'est ça. ils vont pas se mettre en danger musculairement. Ou voilà. Bon, après, attention, hein, ça reste des compétiteurs, des mecs qui viennent à Geoffroy Guichard dans une ambiance qu'ils connaissent pas forcément à Toulouse. Donc, ils auront envie de se montrer. Certains ont des velléités de départ au mercato. Peut-être qu'ils veulent encore se montrer un peu là, j'en sais rien. Mais encore une fois, faut pas regarder à Strasbourg, faut pas regarder Le Havre, faut même pas regarder trop Toulouse, faut juste se regarder soi-même et puis se dire que si on en a envie, on gagnera contre Toulouse, hein. Mm. On gagne pas le derby pour perdre contre Toulouse à domicile la dernière journée, alors que c'est une des conditions pour rester en Ligue 1, quoi. Ouais. Après, Les, moi, les- les- ce les truc de... déclarations, Ouais, vas-y, je t'écoute, pardon. les déclarations d'avant-match, faut toujours s'en méfier. Mm. Comme tu disais, Alex, l'entraîneur de Toulouse, il est obligé de dire on va venir à Saint-Étienne pour gagner. Il peut pas dire l'inverse. Par exemple, l'entraîneur, il y a 2 semaines, il y a eu Auxerre-Le Havre et Pélissier, l'entraîneur d'Auxerre, avant le match, avait dit oui, pour l'équité du championnat, on se doit de jouer le match à fond, de le gagner. Et à la fin du match, Pélissier, il a dit bah on n'a pas fait les efforts et tout, et il a eu un discours contraire à son discours Mm. d'avant-match. Donc Toulouse, c'est dur, même eux, ils savent peut-être même pas dans quel état d'esprit ils seront le jour J. Donc ce sont des choses difficiles voilà, à prévoir. Ça, c'est un truc, moi, que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Enfin, ce truc de manque de motivation, j'ai l'impression que quand t'es un sportif et que t'es sur le terrain, même si avant le match, peut-être que, bon, tu peux traîner un peu des pieds, une fois que t'es sur le terrain et que, en fait, il y a le ballon qui arrive vers toi, il n'y a pas. Enfin, tu vas faire de ton mieux, quoi qu'il arrive, quoi. Donc, Ouais, bon, mais je pense il faut c'est le pas haut compter là-dessus, niveau, quoi. c'est le très haut niveau et c'est peut-être le dépassement de fonction. Euh, les Stéphanois, ils seront peut-être 5 ou 10% Ouais. plus en feu que les Toulousains et c'est peut-être ce qui fera la différence. Mm. Gab, au niveau du chat, qu'est-ce que ça dit par rapport à ce match contre Toulouse? Est-ce que tu lis de l'espoir dans ce chat ou est-ce que les gens sont un peu résignés en mode bah, bon, bah, Toulouse, ils sont quand même censés avoir une meilleure équipe et nous battre? Non, non, je pense que tout le monde a beaucoup d'espoir pour samedi, oui. Il y a un message qui résume bien, je pense, l'état d'esprit de tout le monde, c'est celui de Pascal qui disait quand Le Havre a mis le but de la victoire à Auxerre, je me suis dit que cette fois c'était terminé. Pourtant, 90 minutes après, je pense que pour tout le monde, on est favori pour jouer les barrages. Je pense que c'est vraiment l'état d'esprit d'un petit peu tout le monde. Enfin, moi, le premier, quand Le Havre a marqué à la 93e à Auxerre, je ne le voyais pas du tout capable d'inverser la tendance. Et au final, on se retrouve, comme disait Pierre, je crois, presque dans la meilleure position, même si on a un point de retard sur le Havre. Donc, euh, donc voilà, après, il y a eu pas mal de débats autour de Strasbourg,
qui vient de perdre contre Angers samedi. C'est vrai. Il y a beaucoup de messages qui quand même voient quand même Strasbourg battre Le Havre, comme le disait Alex, ils ont perdu qu'une seule fois à domicile cette saison, c'était contre Monaco. Du coup là, le fait qu'ils aient perdu ce week-end, ça veut dire qu'ils sont obligés de gagner pour jouer l'Europe. Donc c'est presque même une bonne nouvelle qu'ils aient perdu le week-end dernier. On peut presque se dire ça. Et ouais, globalement, tout le monde est assez confiant pour ce week-end. En tout cas, a de l'espoir dans un Geoffroy Guichard qui sera plein à craquer comme on l'a vu. Le stade est déjà quasiment à guichet fermé, donc il n'y a pas de raison de ne pas terminer le travail. En tout cas, faire la moitié du travail, puisqu'après il y aura potentiellement les barrages si jamais ça se passe bien samedi. Au niveau de ce match, justement, est-ce que, selon vous, messieurs, on garde exactement le même 11 de départ ou est-ce que il y a des choses que vous ajusteriez dans cette compo? Bah, ce qu'on maîtrise pas, c'est l'attaquant. Euh, c'est Ouais. Stassin. Donc si Stassin est de retour, je ne sais pas s'il voudra le titulariser. Peut-être que Wadji aura sa place de titulaire et Stassin pourra peut-être rentrer en cours de jeu. Le milieu de terrain, il n'y a rien à bouger. Cardo, Davitashvili, je vois rien de mieux pour le moment. Et puis derrière, il a fait son choix. On a compris que Apia avait pris le dessus sur Masson, qui a joué en réserve ce week-end. Donc honnêtement, ce 11-là, à mon avis, c'est le 11 de, sauf blessure, c'est le 11 de samedi. Ok. Pierre, ouais, tu rejoins là-dessus? Pas mieux. Ok, très bien. Et est-ce qu'on pourrait pas imaginer, alors peut-être que je m'avance un peu, mais imaginer un Wadji décalé sur le côté gauche de l'attaque et Stassin qui reprend sa place devant. Est-ce que Wadji sur le côté, c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout? T'enlèves Davitashvili? Ouais. Ah ouais, non, mais il fera pas ça. Non, mais Non, je là, dis pas là, qu'il le fera. Je dis, est-ce que c'est quelque ouais, chose qui ouais. vous paraît très potentiellement cohérent? Non, 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 ça me paraît pas cohérent parce que Davitashvili, qui sort de match quand même assez convaincant, je le vois pas mettre Wadji à gauche. Wadji, pour moi, ça reste du dépannage. Son boulot était intéressant, hein, Pierre l'a dit, hein, son boulot est vachement intéressant dans l'axe. Il use les défenses. Bah, pourquoi pas en faire profiter Stassin à une demi-heure de la fin du match, quoi. C'est ça, dans tous les cas, sur la position de neuf, Wadji et Stassin doivent se partager le travail. Si Stassin est pas là, bon, la question se pose pas, mais si Stassin a 30-60 minutes dans les pattes, bah voilà, faudra que l'autre supplée. Et en ce qui concerne Davitashvili, alors lui aussi est critiquable, mais c'est le joueur de notre effectif qui peut, sur une action, sur un éclair de génie, il peut nous mettre un but alors qu'on s'y attend pas. Donc pour moi, Davitashvili, bon, il peut être agaçant sur certains points, mais on a besoin de joueurs comme ça dans notre équipe. Et moi, je le laisse dans le 11 titulaire sans hésiter. Ok. Très bien. Alors, bon, on va se faire un petit pronostic, messieurs. Combien est-ce que vous voyez pour ce match contre Toulouse? Attention, tout pessimisme sera exclu de l'émission. Ah, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Moi, je dirais Euh, 2-1 pour Saint-Étienne. Et Strasbourg-Le Havre, je dirais 1-1. Ok. Donc ça fait partie des scénarios ou barragistes. Ça passe. 3-1 pour Saint-Étienne, parce Ouais. que je pense qu'on peut vraiment, vraiment faire mal à Toulouse, mais aussi vraiment, vraiment prendre un but syndical. Il faut faire un petit prono pour Strasbourg. Non, Strasbourg, j'étais à la Méno pour Saint-Étienne, Strasbourg-Saint-Étienne. Ah, c'est fort Strasbourg quand même, hein. Le Havre, ils ont beau être motivés, ils vont se découvrir. À un moment donné, ça va prendre quoi. C'est pas au cerf. Non, Strasbourg va gagner 3-0 contre le Havre. C'est hyper Ah, optimiste, mais t'es j'y crois optimiste, hein. très optimiste. Le Havre, ils peuvent être ultra chiants à jouer, hein. Ouais, Ils ont pas c'est vrai, t'as des. raison. Moi, je vois pas. Ça sera serré, hein, le Havre, Strasbourg, Le Havre, hein. Je vois pas un match. Vraiment pas un match facile pour Strasbourg, hein. Non, non, c'est vrai, je le ferai pas, je parierai pas 100 euros sur un site de paris.
Mais là, je le dis, là, ça me coûte rien. Et du coup, un remake Saint-Étienne-Metz en barrage, vous, c'est quelque chose qui vous excite un petit peu ou pas? Ou vous auriez préféré un autre adversaire Non, que... Moi, franchement, J'ai dit je le Strasbourg, ouais, Metz, prendrais. pardon. ouais, Metz, ben, franchement, aujourd'hui, des barragistes, c'est Metz et Dunkerque qui paraissent les plus solides, en tout cas, pour arriver dans ce barrage L1, L2. Je préfère aujourd'hui rencontrer Metz que Dunkerque. Ça paraît bête, mais Dunkerque, ça joue, il y a un projet de jeu, il y a de la confiance. Bah, ils ont leur fragilité, hein. On n'a pas le droit, normalement, de trembler face à Dunkerque ou à Metz, hein, si on est en Ligue 1. Voilà. Mais, mais franchement, je pense que Metz est peut-être plus atteignable que Dunkerque, qui est très pénible à jouer, quoi. Ok. Après, Dunkerque, ils ont. Apparemment, je suis pas spécialiste, hein, mais d'après ce que j'ai lu, ils ont baissé de. Physiquement, ils sont un peu cramés. Ouais. Depuis leur parcours en Coupe de France, les résultats sont un peu moins bons et physiquement, c'est un peu plus compliqué. Donc, à voir. Après, pour moi, que ce soit Guingamp, Dunkerque ou Metz, euh, tant qu'on est en barrage, Ouais. après, c'est nous, hein. Mm. C'est à nous de nous Oui, c'est ça. concentrer sur Faut se notre concentrer jeu. sur nous. Et alors, Metz, il y a des bons joueurs à Metz, hein. Attention. C'est vrai, c'est Mais vrai. voilà, si moi je signe des deux mains, n'importe quel adversaire, tant qu'on est en barrage, Ouais. je suis heureux. Très bien. Alors, mon cher Gab, les pronostics du chat et le tien, bien sûr. Ouais, ouais, bah écoute, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal d'espoir aussi dans le chat. Il y a pas mal de messages d'auditeurs qui voient une victoire 3-0 de Saint-Étienne contre, j'imagine, du coup, des Toulousains un petit peu en tongue ce samedi pour les gens qui voient Saint-Étienne s'imposer 3-0. Sinon, on a du 2-1, du 2-0. Ça, c'était pour YouTube. Sur Twitch, on a aussi un 3-0 pour El Cato. On a Jo42 qui voit un 3-1. Pascal qui nous dit 2-0. Joss Randall, qu'on salue, qui nous dit on va les écraser 1-0. Spider Fox, un petit 2-1 pour nous et pareil pour Strasbourg. Parce que du coup, nos auditeurs se sont livrés un petit pronostic aussi pour Strasbourg où pareil, il y a pas mal de messages qui voient Strasbourg quand même être un petit peu accroché, comme disait Pierre. Pas mal de messages qui voient un 2-1 pour Strasbourg. Donc quand même Le Havre qui serait en vie quoi pour un résultat. Et moi personnellement, je me dis que déjà je pensais pas du tout qu'on allait gagner ce week-end. Donc je sais pas si je suis très bon en prono, mais non là dans un Geoffroy Guichard plein pour le dernier match, ouais un petit 2-0 ce serait pas mal. Et puis je pense que Strasbourg va gagner 3-1 contre Le Havre. Ok, très Après, bien. juste un petit truc sur Strasbourg, s'ils perdent à Angers, c'est qu'ils ont perdu leur buteur Emega, Et, et ça ouais, et c'est méga, ouais, ouais. c'est quelque chose de vraiment embêtant pour eux, et il est incertain pour le dernier match, donc Emega c'est vraiment, enfin ils ont pas beaucoup de backup, ils ont Mara mais qui déçoit beaucoup. Donc bon, c'est une donnée importante. Et s'ils perdent à Angers, c'est peut-être bien dû également à la blessure des mégas. Donc à suivre ce point également. Bon, on espère que Nanassi, qui va nous faire plaisir, il a pas signé chez nous, mais on espère qu'il va marquer un doublé contre le Havre. Ce serait Et ça justifiera les chants stéphanois sur Nanassi en début de saison. exactement. Ce sera un clin Euh, d'œil du destin. Messieurs, par rapport à cette fin de saison, il y a autre chose quand même dans la balance, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que le football français a beau être en finale de Ligue des Champions et avoir un championnat intéressant cette saison, il y a une sacrée crise financière. Il y a de nombreux clubs qui sont en grosse difficulté financière. Reims qu'on a affronté ce week-end, Le Havre avec qui on est en lutte pour le maintien. Lyon, évidemment, nos voisins qui sont menacés par la DNCG. On rappelle qu'ils sont toujours rétrogradés à titre conservatoire. On rappelle aussi que le scénario, c'est si jamais un club est rétrogradé de manière à la fin de la saison par la DNCG, c'est le perdant
du barrage qui sera repêché pour la Ligue 1. Mais ça implique quand même le fait d'être barragiste. Si on n'est pas barragiste et que Lyon part en Ligue 2, bah ça va pas nous sauver pour autant. Ce scénario où il y a un ou plusieurs clubs rétrogradés de manière administrative, est-ce que c'est un scénario qui vous paraît probable ou est-ce que vous pensez que c'est des clubs qui vont s'en sortir, qui vont trouver un montage ou alors est-ce qu'ils vont nous faire une Gérard Lopez avec Bordeaux? Pierre? C'est dur à dire, je sais pas du tout. Après, faut voir alors la DNCG apparemment va être intransigeante, c'est ce qu'on nous dit. D'autant plus que Après, les droits télé de l'année prochaine sont vraiment pas assurés, quoi. ouais. Après, j'ai du mal à voir je pense que des solutions seront trouvées parce que c'est dans l'intérêt, c'est pas du tout dans l'intérêt du football français qu'il y ait une hécatombe. Et à titre personnel, je serais même pas satisfait que la SS soit Ouais. repêchée si on descendait sportivement. Parce que entre les appels, les contre-appels et tout, si fin juillet, tu sais même pas si tu vas jouer en Ligue 1 ou Ligue 2, ça te plombe ta saison. Et donc, j'aimerais même pas que la SS se sauve de cette façon. Ouais. Le scénario où il y a un club rétrogradé, toi, c'est quelque chose que tu envisages, Alex? Bah, disons qu'il y a une semaine, je t'aurais dit attention, il y a ce scénario qui peut aussi sauver Saint-Étienne parce que c'est la culture de l'instant en se disant bah oui, le principal c'est d'être en Ligue 1. T'as raison, Pierre, hein, souvent ça va au tribunal, j'ai perdu le Au nom. TAS, Ouais, voilà, c'est ça. Tribunal Et administratif du sport. du sport, ouais, et souvent ça prend beaucoup de temps. Il y a un truc qu'il faut pas mettre de côté, mais ça c'est depuis aujourd'hui. C'est un petit peu la bombe qui est tombée en fin de journée avec la Oui, FFF, qui reprendrait la beaucoup de LF, poids. ouais, Diallo a annoncé que la Voilà, LFP allait peut-être être dissoute pour être remplacée par une association de clubs quelque part. voilà, c'est ça. Et quelque part, ça voudrait dire que la DNCG disparaîtrait, en tout cas disparaîtrait sous cette forme-là, et j'imagine mal une DNCG être extrêmement sévère et intransigeante comme baptême avant de mourir. Je pense qu'il y a des décisions qui vont être prises aussi avec la perspective de cette nouvelle organisation. Euh, donc ça me semble difficile de faire un gros coup de balai avant ce gros chamboulement, parce que c'est un tremblement de terre hein, au niveau de l'organisation du foot français. Je vois vraiment pas, même Lyon, hein, Lyon au pire se fera racheter par son fonds d'investissement, va récupérer ses billes. Le fonds d'investissement pourra vendre tous les meilleurs joueurs. Ils auront peut-être une équipe de semi-Ligue 2 l'année prochaine, mais ils seront en Ligue 1. Ils ne descendront pas. Je ne peux pas l'imaginer. Ouais. Bon, on verra en tout cas ce qui va se passer avec la LFP, avec la FFF, tout ça. Il va falloir suivre ça attentivement, savoir aussi ce qui va se passer au niveau des droits télé. Mais bon, ça concerne le football français de manière globale et un peu moins la SSE en particulier. Il est temps qu'on passe au quiz, messieurs. Je suis désolé, Alex, mais ça va être l'heure de passer au Ouais, quiz. ouais, c'est C'est douloureux ça. parti. Alors, messieurs, vous le savez, à la fin de chaque émission, on fait 3 questions et à la fin de la saison, le chroniqueur qui aura eu le plus de points en moyenne par émission remportera le quiz. Première question, c'est un qui suis-je? Je vais vous lire la biographie d'un joueur et vous allez devoir deviner qui c'est. Vous dites votre prénom, je vous interroge et vous faites votre proposition. Je suis né le 12 mai 1979 à Nantua, c'est donc mon anniversaire aujourd'hui. Je commence malheureusement ma carrière professionnelle à l'OL pendant la saison 98-99. Au bout d'un an, je suis écœuré de gratons et autres tabliers de sapeur, alors je pars en prêt manger du Queen Yaman à Guingamp. Sous les ordres de Guy Lacombe, je retrouve confiance et je signe alors avec Lausanne où je jouerai mes premiers matchs de Coupe d'Europe. Oui, Elbuik, Elbuik, tu as trouvé Elbuik aussi vite? c'est ça? Ouais, c'est ça. Bien ouais. Ouais, Lausanne, Lyon, Eff- Saint-Étienne. Effectivement. David Elbuik, bah écoute, je m'attendais pas à ce que vous trouviez aussi vite. Bravo, bravo. Donc il rejoint la S Saint-Étienne ensuite pour 5 ans jusqu'en 2006, qui jouera 195 matchs avec Saint-Étienne pour 18 buts
et qui était un joueur que j'aimais bien, j'avoue, dans mes jeunes années. Moi, je m'y On, en- attendais. on enchaîne avec la deuxième question. Combien de saisons la SSE a-t-elle vécu en deuxième division depuis 1945 ? Et je vous laisse chacun faire une proposition. On va commencer avec toi, Pierre. 12. 12. Alex, combien tu dis ? C'est marrant parce que j'aurais dit 12. Allez, 13. 13, eh bien, ça va être encore un point pour Pierre, puisque c'est 10 saisons en deuxième division. Et d'ailleurs, j'ai entendu récemment sur l'antenne de DAZN, je crois, que Saint-Etienne n'avait jamais fait l'ascenseur. Et bien, en préparant cette question et en regardant un petit peu l'historique, je me suis rendu compte que Saint-Étienne avait déjà fait l'ascenseur en 1962. Ils avaient été relégués de première division. En 1963, ils gagnent le titre de champion de France de D2, ils remontent en Ligue 1. Et en 64, ils sont champions de France de D1. Donc on a déjà fait l'ascenseur, et un ascenseur assez dingue, puisqu'on gagne la Ligue 1 la saison d'après. Enfin, la division 1. Troisième question, pour l'instant 2-0 pour Pierre, ça va être le jeu de la feuille de match. Le dernier match contre Toulouse qu'on a joué, enfin pas le dernier, parce que le dernier c'était cette saison et du coup c'est trop facile. L'avant-dernier non plus, parce qu'il a été annulé pour cause de Covid. Donc le dernier match qu'on a joué contre Toulouse, c'était le match aller de la saison 2019-2020. Le résultat avait été 2-2. Qui était sur la feuille de match côté stéphanois ce soir-là ? Vous pouvez donc me citer un joueur titulaire, un joueur remplaçant ou l'entraîneur. Et on va commencer avec Alex. Alors, Jesse Moulin doit être sur la feuille de match. Jesse Moulin était sur la feuille de match, tout à fait. Camara. Madi Camara était sur la feuille de match. Ils étaient tous les deux remplaçants. À toi, Alex. Masson. Ivan Masson en 2019. Ah, c'était trop tôt peut-être. Et 2019. c'est trop tôt pour Ivan Masson. Il était encore à Dunkerque peut-être. Est-ce que Pierre peut valider sa victoire avec un autre nom ? Kolo Djezak, et en plus tu as pris le plus rigolo à prononcer, ça fait donc un 3-0 pour Pierre face à Alex. Décidément. C'est surprenant quand même parce que Ah oui, non, mais là c'est surprenant. J'avais tout mis de mon côté, le chat notamment, qui est pas foutu de répondre correctement. Non, mais voilà. Joss va dire que c'est truqué encore. Évidemment. Mais il a raison. Petit rappel, donc on avait Stéphane Ruffier dans les cages, Loïc Perrin en défense centrale qui était capitaine à côté de Timothée Kolo-Djezak. On avait Harold Moukoudi en défense également, Mathieu Debuchy. Au milieu de terrain, il y avait Yann Mvilla, Johan Cabaye, Riyad Boudbouz, et devant on avait Denis Bouanga, Romain Amouma et Wabi Kazri. Et en remplaçant, donc Jesse Moulin, Loïs Diony, Madi Camara, Arnaud Nordin, Robert Beric, Miguel Trauco, Zaidou Youssouf. Et le coach, c'était Diassé ? Non. Printemps ? C'était Ghislain Printemps. Alex, t'as dit Galtier ? Ouais, non, mais attends, j'étais avant Gasset, on va s'arrêter là. après... Messieurs, dames, merci d'avoir suivi. Ouais, voilà. Non, je crois que c'était Robert Rabin, il me semble, de mémoire. Hein. Mais après, je suis pas sûr. Merci beaucoup, messieurs. Merci Pierre, merci Gab, merci Alex pour votre participation à cette émission. Merci à vous qui nous avez écoutés et qui avez réagi en direct. Merci à vous qui nous avez écoutés en podcast. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour, j'espère, une émission joyeuse, parce que si la semaine prochaine on gagne contre Toulouse, il y a de fortes chances que ce soit une semaine joyeuse qui nous serve à préparer les barrages. Donc à la semaine prochaine et bon courage pour samedi.